j'ai imaginé quel allait être mon auditoire. Et je me suis dit, je veux parler à mon auditoire des choses, des faits, des questions historiques qu'il connaît. Ce sera plus facile. Parlons d'abord de l'identité. Aujourd'hui, dans la région des Grands Lacs, on parle beaucoup d'identité et de crises identitaires et de conflits identitaires. On dirait que l'identité pose problème. Et pourtant, à mon avis, l'identité ne devrait pas poser problème. Chacun d'entre nous ici a un nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le nom, c'est ça l'identité? Eh bien, il y a peut-être parmi nous ici des jumeaux, des personnes qui sont nées de même père, même mère, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous leur donnons des noms différents pour les identifier. J'allais dire pour les... On appelle l'un, l'autre ne vient pas. Je vais vous dire, il y a une erreur historique que nous commettons nous-mêmes ici. Nous disons que les Bachis sont une tribu. Comment on définit la tribu? Des personnes qui ont un ancêtre commun, n'est-ce pas? Quel est l'ancêtre commun des Bachis? Il n'existe pas, parce que les Bachis sont faits des Barois, n'est-ce pas? Eh bien, les Barois sont les premiers occupants. Mais si vous lisez le Père Cole, les premiers habitants du Bushi, ce sont des Balégas. Et si vous allez à Kalehe, c'est le Bushi, il y a une petite île qu'on appelle Balegabechime. Les Balégas ont précédé les Bantous ici. Et puis les Bantous qui se sont appelés les Bachis. Et après, il est venu la dynastie royale, les Banyamocha et les Babofa. Ils avaient tous un ancêtre commun? Non, le Bushi n'est pas une tribu, il est devenu un État à cause de la succession des couches des populations. Mais je vais vous dire une chose, un Mwami chez les Bachis qui n'est pas investi par un pygmée qui lui met sur la tête, sur sa couronne, une plume, n'est pas Mwami, ce sont les Bachis qui le disent. Donc nous, on n'a pas discriminé les Barois, qu'on appelle aussi les Tois ou les pygmées. On ne les a pas discriminés. Pourtant, nous sommes d'identités anciennes, différentes. Je suis allé une fois à Kalehe, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des Barois ici? Oui, beaucoup de gens se sont levés en disant, excusez-moi de dire ça à Machi, Mbamoroa. Mais il avait une taille plus grande que la mienne. Parce que les Bachis n'ayant pas discriminé les Barois, les ont absorbés, et les enfants barois aujourd'hui, ce sont des mélanges de tous les peuples qui ont existé dans l'espace chi. Mais les Balégas, n'est-ce pas eux, ce qu'on appelle les pères des rois? Chinia Mwami, Chinia Bam, n'est-ce pas? Et vous savez comment on devenait Mouchi dans le temps de nos ancêtres? Oshige Mwami, devenir sujet du roi, quel que soit l'endroit d'où vous venez. C'est pour vous dire que l'identité, telle qu'on la voit souvent, est une fausse manière. Chacun a une identité. Les clans des Bachis, personne n'en parle aujourd'hui. Si vous demandez à la plupart des Bachis ici quel est votre clan, beaucoup vont dire qu'ils ne savent pas. Parce qu'une structure étatique est née et a tué toute référence au clan. La seule référence dans le Bushi traditionnel, ancestral, c'est le Mwami. Tout le monde est sujet du Mwami. Et celui qui n'est pas sujet du Mwami, alors qu'il aille chercher où vivre. Même les Banyarwanda, quand ils passaient la frontière, ou bien quand ils étaient faits prisonniers, parce que ça arrivait. On a eu plus ou moins de grandes guerres entre eux et nous. On n'en a pas eu beaucoup, on vous trompe souvent. La grande guerre 1450 à 1500, les Bachis heureusement l'ont remporté, a fait que le Bushi a connu 3 siècles et demi de paix avec le Rwanda, jusqu'à tout récemment, peu avant la venue du colon belge, quand Rwabugiri a voulu venger le déshonneur de ses ancêtres. C'est pour revenir à l'identité, chacun de nous a une identité. Pourquoi aujourd'hui l'identité est un problème? Je viens de vous parler de Bushi, j'ai commencé par la fin, parce que c'est ça le remède.
Il faut suivre l'exemple des Bachis qui finalement n'ont discriminé personne, pourvu qu'ils s'intègrent. Pourvu qu'ils s'intègrent. Je vais même vous donner un cas tout récent. Quand les Tutsis qui étaient dans la ville avaient fui, ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. Ils ont rejoint simplement leur groupe ethnique qui prenait le pouvoir. Est-ce qu'on a pillé la maison d'un seul Tutsi? Est-ce qu'on lui a pris sa voiture? Est-ce qu'on a brûlé sa maison? Oui, ça c'est le Mouchi justement, un homme rationnel, un homme relationnel. Mais maintenant parlons quand même de ces conflits. Si les Bachis ont intégré tous les clans, toutes les tribus sur leur territoire, il y a des nations qui ne l'ont pas fait, et vous les connaissez. Il y a des nations qui se battent à l'intérieur d'elles-mêmes, et c'est leur conflit qu'ils exportent chez nous. Il y a des groupes, j'allais dire ethniques ou raciales, qui refusent l'intégration et qui, comme l'a dit quelqu'un, sont au Kivu uniquement pour les intérêts économiques, mais aussi les intérêts hégémoniques, la domination, et qui donc ne s'intégrant pas dans la société dans laquelle ils entrent, posent problème. On ne sait pas s'ils sont frères ou s'ils ne le sont pas. Je suis sûr que nous aimerions qu'ils soient frères à nous. Pourquoi? Parce que pendant des années, ils ont étudié dans nos écoles. Ils ont eu les bourses de notre gouvernement. Et nous n'y avons trouvé aucun mal. Jusqu'au jour où on dit que la poule a couvé un serpent. C'est plutôt ça. La poule a couvé un serpent. Si ces personnes s'intégraient, il n'y aurait aucun problème. Ils passeraient d'ailleurs inaperçus. Pourquoi ils ne passent pas inaperçus? C'est parce qu'ils ont leurs intérêts. Ils refusent même de se marier à nos filles. Vous savez que si aujourd'hui, je l'ai dit, les Bahois, les Pygmées, ne sont plus visibles, c'est simplement parce que nous avons pris leurs filles et les enfants qui en essaient devenaient simplement des Bachis comme tout le monde. Il en est de même des premiers Balégas. Les Balégas étaient les propriétaires des terres du Bouchi avant l'arrivée des Bantous. Mais si vous demandez à Molega, ah oui, je connais un grand Mouchi qui a des origines légales. Et qui est le père d'une Daro des Bachis? Il est ici. Il pourrait vous le dire lui-même. Parce que les Balégas, les Tchinyabami sont des Bachis. Nous, ici, récemment, la politique que nous conduisons souvent maladroitement a enlevé les Bafouliru et les Banyintu dans l'hymne des Bachis. Alors que, à l'origine, moi j'ai chanté cet hymne quand j'étais tout petit, il y avait les Bafouliru et les Banyintu. Parce que les Banyintu sont des Bachis. Voilà pourquoi il est difficile d'avoir réellement un conflit dans l'espace chi, à part quand il est provoqué. Il est provoqué comment? La colonisation a créé un grand conflit en exilant le Mwami Kabale. Il n'est pas Kabare. Corrigez s'il vous plaît. C'est le Mwami Kabale. Ce n'est pas Kabare. C'est celui qui guidait les Blancs, qui ne savait pas dire Kabale, qui a écrit Kabare, et vous avez accepté. C'est incroyable. Incroyable. Réveillez-vous, soyez authentiques. Oui, quand on a exilé Kabale, qu'est-ce qu'on a fait? Tous les princes territoriaux sont devenus rois. C'est récent, c'est en 1936. Et ça fait souvent que, oh, moi je suis de Walungu, moi je suis de Kabare, mais avant, ça n'existait pas parce qu'il n'y avait qu'un seul Mwami. Il y a quelqu'un qui a dit, un peuple, 7 royaumes, c'est ça, hein? C'est ça. Mais c'est une fausseté. Il n'y a jamais eu
cet royaume avant 1936 à l'exil de Kabalé. Je disais que j'allais vous parler et dire maintenant qu'est-ce qu'il faut. Il faut que l'exemple de Bouchi soit suivi, soit préservé d'abord et soit suivi. Le Mouchi n'est pas ségrégationniste. Je veux vous dire, je pouvais aller plus loin. La ségrégation, c'est-à-dire les crises identitaires entre agriculteurs et éleveurs, nous l'avons nous résolu. Nous sommes devenus un peuple agro-pastoral. Au début, c'était un conflit. Nous l'avons résolu. Je vous ai dit comment il n'y a pas de conflit entre les rois, les Barois et les autres, entre les Balégas et les autres. Venons-en donc à cette guerre. La guerre où le conflit est motivé par plusieurs raisons. Les raisons économiques, les raisons hégémoniques. Et aujourd'hui, nous sommes dans un conflit qu'on qualifie d'identitaire et n'est pas identitaire chez nous en réalité. Elle est identitaire en face, mais c'est un conflit pour des raisons économiques et pour des raisons hégémoniques. Il y a des peuples qui croient qu'ils doivent en diriger d'autres. Surtout quand ces peuples-là sont les suppôts de l'Occident colonisateur d'hier dans notre espace vital. Il nous faut prôner la fin des crises identitaires dans les pays voisins. Tant que ces crises identitaires existeront, à tour de rôle, ils viendront se réfugier au Congo. À tour de rôle. C'est ce qu'enseigne notre histoire. Nous avons accueilli les Tutsis ici, il y a très longtemps, à partir des problèmes qu'il y avait dans leur pays. Nous ne les avons pas discriminés. Nous les avons admis dans nos écoles, nos universités, nos villages même. Mais nous avons accueilli récemment aussi les Hutus. Et nous ne les avons pas discriminés. Mais à cause de ça, on nous a fait la guerre. Mais en réalité, ce n'est même pas à cause de ça. C'était un prétexte pour prendre nos espaces vitaux et notamment nos minerais. N'oublions pas un fait historique. Au Rwanda, 30% de la population rwandaise est chiite. Ce sont les Bashindjahavu. Et je vais vous dire que Mozihirwa était Mshinjahavu. Ce sont les Bashindjahavu. Deux provinces du Rwanda sont occupées par des Bashis d'origine, que d'ailleurs, j'étais une fois en séjour à Kigali et on passait des documentaires. Ces documentaires ont été intitulés « Les Bashis du Rwanda ». Les Bashis du Rwanda. Si vous le niez, eux ils l'affirment. Si vous l'ignorez, eux ils l'affirment. Et ces Bashis n'ont jamais demandé de rentrer ici au Congo. Et nous ne les revendiquons pas. Mais nous devons culturellement les revendiquer. Parce que ça peut devenir un élément de stabilité au Rwanda. Ils peuvent devenir un élément de stabilité au Rwanda. Toute la province de Tchangougou et la province de Kibuye, ce sont des anciens territoires de Bouchi, jusqu'à Gisenyi, qui s'appelait Tchéchénie, à cause du sable qu'il y a sur les plages de Gisenyi. Et vous savez, toute cette contrée qui était voisine des volcans n'était pas habitée. Je reviens à la question minière, très rapidement, parce que c'est elle qui aujourd'hui fait qu'on parle de crise identitaire. Les mines du Congo sont convoitées par les peuples environnants qui sont
en réalité des proconsuls, des peuples que vous connaissez. Si nous n'exploitons pas nous-mêmes, Congolais, nos mines, on nous fera la guerre à l'infini. Le jour, au Katanga, les puissances étrangères sont obligées de coopérer. Sont obligées de coopérer, de demander des contrats. On a tué la Gécamine à petit feu. J'ai été au Katanga il y a quelque temps. La Gécamine a été tuée parce qu'on a tué les ateliers centraux de la Gécamine, qui fabriquaient tout, jusqu'à la vis, et qui devait être le moteur de l'industrialisation du Congo. Mais nous avons une manne, quelqu'un en a parlé ici. Le gaz méthane de la Kivu. Le jour où nous exploitons, pas seulement le gaz méthane, maintenant il faut changer de paradigme. Le gaz méthane et carbonique, les deux sont sources d'énergie. Il suffit de casser la molécule du gaz carbonique, avoir le monoxyde de carbone, et on fabrique tous les hydrocarbures. Toutes les hydrocarbures. Donc, je vais m'arrêter probablement là-bas. Je voudrais vous dire, les crises identitaires, c'est quand les identités deviennent antagonistes. Et quand il n'y a pas de pouvoir pour les fédérer. Le Mwami Kabare donnait la vache à tout jeune de Bouchi qui n'en avait pas et qui voulait se marier. Kabale, je veux dire, excusez-moi. Parce que moi aussi, ils m'ont contaminé. Mais nous devons changer. Nous devons changer. Eh bien, il était dispensateur des biens pour tous les Bachis. À ce moment-là, c'est pour cela que la dynastie des Kabale, on considère qu'elle est advenue au Bouchi entre le 7e et le 9e siècle. C'est pour cela qu'elle a duré jusqu'à présent et que personne n'a eu à en redire. Mais aussi, je vais vous dire une chose, cette dynastie n'est plus pure. Vous savez ce qu'on disait dans Mwami? On disait que celui qui allait lui succéder ne viendra jamais d'une femme Moulouzi, donc d'une femme de sa pseudo-ethnie. Les Badjinji le choisissaient parmi les femmes locales et disaient voici votre femme. Et si jamais il avait des enfants avec les autres concubines et des garçons, ces garçons-là ne peuvent pas venir au pouvoir. Les Bachis disaient ok? C'est ce qu'ils disaient. Ça fait qu'aucun Mwami aujourd'hui n'est plus vraiment Munyamocha. Avec la succession des mères que le Mwami a eu. Vous voyez comment nous on a résolu les questions identitaires. Vous voyez? Et les Bachis disent Obuka Leboba, au Mongoli, Charali, au Mumuko. Ce n'est pas parce que vous êtes de la famille princière que vous devenez notable, mais c'est parce que vous êtes productif. Voilà, c'est ça mon dernier mot, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la question identitaire, elle est fausse. Il faut que ceux qui viennent de l'extérieur fassent allégeance totale à l'État congolais. Et s'ils ne veulent pas faire allégeance, alors ils demeureront des étrangers. Et nous verrons cette allégeance faite comment? Quand un étranger venait au Bouchi, on lui flanquait une femme locale. On lui flanquait une femme locale. À ce moment-là, les enfants qui naissent sont nos neveux et nos fils. Et quand il était, merci beaucoup monsieur l'abbé, et quand il était par exemple un étranger, donc un prisonnier de guerre, on lui interdisait, on lui donnait une femme, on lui interdisait de son vivant de rentrer dans son pays là, parce qu'il faut effacer ses traces. Mais chez nous, ils ont des résidences là d'où ils sont venus. Ils ne veulent pas s'intégrer. Tel est le problème. Je vous remercie.